Bonjour Philippe de Sertine. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes économiste, directeur de l'Institut de la Haute Finance, auteur de ce livre, on va le voir, L'horizon des possibles. C'est aux éditions Robert Laffont. Ce livre, c'est un peu, Philippe de Sertine, la chronique d'un monde qui s'essouffle, mais c'est aussi comment construire justement l'après, le siècle qui vient. Est-ce qu'aujourd'hui, on est dans un tournant, dans un basculement ? Oui, je crois vraiment que c'est ce que nous constatons tous les jours, mais d'un point de vue international, et c'est là aussi où c'est passionnant la période qui est la nôtre, c'est qu'au fond, on le voit au niveau mondial, on voit un certain nombre de tensions de plus en plus fortes entre le monde d'avant, les guerres d'avant, les puissances d'avant. Je dirais c'est probablement l'endroit où nous avons les tensions les plus fortes, c'est là où nous sommes en train encore d'extraire des énergies fossiles dont on sait qu'elles doivent disparaître, et donc on sait bien que d'un point de vue économique, social, nous n'avons pas la solution encore proposée à ces zones. Et puis nous avons exactement ces mêmes tensions, on va dire au niveau européen, au niveau français, parfois même au niveau local. C'est-à-dire ces espèces de craquements incroyables entre, on va dire, un modèle qui clairement, comme vous dites, est à bout de souffle, en tout cas est en train de s'éteindre, et un modèle nouveau qui est en train d'apparaître, et qui est en train d'apparaître de plus en plus fortement. C'est aussi là-dessus que moi je veux insister, en disant qu'il ne faut pas être que pessimiste, que le regard évidemment posé sur les choses qui sont en train de disparaître. Et on va commencer alors par l'international, puisque effectivement c'était au cœur de l'actualité cette semaine et ces derniers jours, avec notamment la position des Américains, de Donald Trump, et des propos qui ont été souvent brutaux, cash, à l'encontre de certains dirigeants, notamment le dirigeant israélien, iranien, parfois mis sur le même plan. Est-ce que les paroles de Trump de ces derniers jours, elles traduisent aujourd'hui la brutalisation de la diplomatie ? Oui, sûrement. Et ce qu'on peut observer, c'est que quand vous êtes dans un moment où la puissance dominante, en l'occurrence notre époque, les États-Unis, l'histoire est très intéressante en matière économique comme en matière de relations internationales. Elle permet de croiser les expériences entre le présent et ce que l'on a déjà connu. Quand on est dans une période, on va dire, de fin de règne, qui est très clairement le cas des États-Unis, et c'est assez intéressant de voir d'ailleurs du point de vue économique, par exemple, que les États-Unis, qui refusent leur statut de grande puissance juste après la Première Guerre mondiale, vont être dans une logique de fermeture, d'isolationnisme, de protectionnisme, et que ça va amener la Seconde Guerre mondiale, et qui va les obliger à réviser complètement leur logique et à essayer de construire justement un monde multipolaire. Eh bien, nous sommes aujourd'hui clairement dans le retour, c'est-à-dire l'idée que finalement tout l'extérieur n'amène que des difficultés aux États-Unis, et cette espèce d'idée de se resserrer sur soi-même. Mais aussi, vous avez raison, le fait qu'à partir du moment où il n'y a plus cette volonté de dialogue international, de fonctionner ensemble, vous avez d'abord des conséquences lourdes en termes économiques, c'est-à-dire l'essoufflement du commerce international, la prospérité, la croissance. Le mode de fonctionnement ne provient que des échanges. Si vous arrêtez les échanges, vous allez avoir une baisse de croissance, vous allez avoir des tensions, vous allez avoir des guerres. Et nous sommes exactement dans cette logique. Et cette logique, effectivement, elle s'accompagne de ce qui doit aller avec, c'est-à-dire cette logique brutale, cette idée que la guerre, que parfois, on va dire, le coup de force devient l'élément politique avant même toute négociation. Guerre qui, aujourd'hui, si on reste dans ce schéma, est inéluctable ? Non, je ne crois pas, moi. Je pense que nous sommes effectivement avec un certain nombre de soubresauts. Et là, évidemment, quand on dit est-ce que la guerre est inéluctable, elle est là, la guerre. Elle est sur le continent européen. Il faut le rappeler, parce que c'est vrai qu'évidemment, nous sommes focalisés ces derniers jours sur le Proche-Orient. Je dis le Proche-Orient, vous voyez, en tant qu'Européen, je ne traduis pas Moyen-Orient, qui est le terme anglais. Nous, c'est proche. Et donc, évidemment, ça nous intéresse, mais encore plus proche que nous avons l'Ukraine, bien entendu, et les tensions avec la Russie. Et donc, la guerre, elle est là. Mais la guerre est évidemment la crainte que nous avons, c'est-à-dire celle qu'à chaque fois on se sent frissonner en disant est-ce qu'on va sur un embrasement généralisé ? Je ne crois pas, parce que nous sommes effectivement dans un moment où ces soubresauts proviennent d'un monde qui se termine, mais nous allons tellement vite dans l'apparition d'un monde nouveau. Et nous sommes avec, on va dire, une menace tellement forte qui est celle du dérèglement climatique, qui est l'élément sans arrêt que toutes les générations d'aujourd'hui, les plus âgées comme les plus jeunes, doivent avoir à l'esprit. Nous n'avons pas le temps, l'humanité n'a pas le temps de la folie de la guerre. Juste, est-ce qu'on est aussi, puisqu'on parle de basculement, dans un basculement civilisationnel ? Vous dites l'ancienne civilisation tente de se maintenir, mais c'est perdu d'avance. Oui, je crois que j'évoque beaucoup dans le livre l'importance de la démographie. Aujourd'hui, l'endroit où vous avez le plus de monde, le plus de cerveaux, parce que aujourd'hui, la vraie matière première, c'est le nombre de cerveaux. C'est l'Asie
4,8 milliards, enfin 4 milliards 800 millions, c'est comme ça qu'il faut le dire, vous voyez, c'est-à-dire évidemment quelque chose d'absolument vertigineux par rapport à ce qui est notre Europe ou les États-Unis, qui sont à 335, 333 millions. C'est-à-dire, on n'est absolument plus dans la même échelle. L'endroit où vous avez la croissance d'ici la fin du siècle, c'est clairement en Asie. Et l'endroit où vous avez l'innovation, c'est clairement en Asie. L'endroit avec lequel nous devons avoir les relations les plus fortes, c'est l'Asie. Mais bien entendu, l'Asie, la culture asiatique aujourd'hui s'impose de plus en plus. Et c'est normal. Et c'est un cycle normal. L'Occident, et je le dis effectivement, nous fermons un méga cycle de domination de l'Occident. Rappelons, du point de vue simplement démographique, au XVIIIe siècle, Paris est la plus grande ville du monde, et qu'évidemment aujourd'hui, on en est très très loin. Donc nous sommes. C'est la fin de la domination occidentale. Oui, c'est la fin, et c'est pas grave. Ça veut pas dire que l'Occident disparaît. Ça veut dire que l'Occident va devoir se penser comme étant une puissance qui n'est plus la puissance dominante, et que ses valeurs, par conséquent, probablement devront être défendues, ou en tout cas, on va dire cultivées, en se disant que désormais ce sont des valeurs qui peuvent être minoritaires. Ça ne veut pas dire qu'elles sont négligeables, ça ne veut pas dire qu'il faut les oublier, mais ça veut dire évidemment que l'équilibre des forces est différent. Peut-être rappelons quand même que la démographie la plus importante du XXIe siècle, qui se rapproche à toute allure, nous avons déjà 3 décennies de passé quasiment au XXIe siècle, ce sera l'Afrique. La démographie africaine va croiser la démographie asiatique. En ce qui nous concerne, nous, Européens, c'est sûrement quelque chose qu'il faut regarder avec attention. Alors justement, parmi les chocs, les basculements, il y a la question du vieillissement démographique dont vous parlez. Pour parler un peu du franco-français, est-ce que compte tenu de ce vieillissement démographique, il faut revoir notre modèle social qui aujourd'hui n'est plus adapté à ce vieillissement, selon vous ? Il n'est plus adapté du tout. Alors évidemment, si vous prenez le vieillissement, il est clair que là, nous sommes devant une impasse, comme d'ailleurs tous les grands pays occidentaux, et pas uniquement, parce que le vieillissement concerne la planète entière. C'est le grand sujet chinois, par exemple. Donc, évidemment, sans parler, bien entendu, du Japon, qui perd chaque année 1 million d'habitants. C'est absolument considérable. Mais l'Italie est tout proche de nous et dans une situation beaucoup, beaucoup plus grave que la France de ce point de vue. Oui, nous avons à revoir notre modèle social. Notre modèle social, de toute façon, ne fonctionne pas, puisque il nous donne, à la fin, et vous voyez, je cherche le terme en disant donner, non, il nous impose un déficit public chaque année, un déficit du commerce extérieur, qui normalement, si nous étions, on va dire, totalement autonomes, ferait s'effondrer notre monnaie. Vous voyez, quand vous êtes en déficit public, quand vous êtes en déficit du commerce extérieur, ça veut dire que votre pays s'appauvrit. Et l'avertissement absolu, c'est l'effondrement de la monnaie, qui signifie effectivement que, en réalité, votre puissance est en train de s'éroder. Nous n'avons pas ce signal. Alors on va dire heureusement, parce que ça nous permet justement de prolonger sans cesse, on va dire, ce système déséquilibré. Mais il est clair que nous arrivons de plus en plus au bout, on va dire, de la difficulté. Alors c'est difficile de dire, est-ce que c'est dans 6 mois, est-ce que c'est dans 1 an ? C'est sûr, nous sommes devant un mur, et ce mur, nous allons le taper. C'est une certitude. Pour vous, il n'y a plus moyen de l'éviter, le mur ? C'est trop tard ? Non, c'est pas trop tard, mais c'est la certitude que si nous ne faisons rien, nous allons dedans. Or, qu'est-ce qu'il faut faire ? Or, nous ne faisons rien. C'est-à-dire que lorsque, aujourd'hui, on est en train de se battre pour avoir 5,4% de déficit, nous sommes à 3,1% sur la zone euro en moyenne, France comprise. C'est-à-dire tous les autres pays autour de nous sont très, très en dessous de notre déficit, voire même sont en excédent. La zone euro arrive à être excédentaire du point de vue du commerce extérieur, c'est-à-dire à faire rentrer de la richesse. Nous, on est le mauvais élève le mauvais élève européen de très loin. Donc ça veut dire là effectivement qu'on ne peut pas continuer de la sorte. Et ça veut dire que lorsque nous sommes dans des débats, j'écoutais le débat à l'instant sur votre chaîne en disant oui mais on se demande les 40 milliards. Mais 40 milliards c'est pas suffisant, c'est juste pour essayer d'être à 5,4. C'est-à-dire que nous sommes dans un dérapage parce que nous ne rentrons pas dans une réflexion structurelle. Comment véritablement mettre tout à plat en disant maintenant il faut vraiment qu'on se dise, il faut vraiment qu'on convoque la nation en disant il va falloir faire un effort. Moi je pense que c'est 2 ans, vous voyez, c'est 1958. Mais est-ce que la nation, elle est prête ? Parce que ce discours, c'est vrai que là, on l'entend. Il faut faire un effort, ça demande l'effort de tous. C'est ce que répète beaucoup le ministre de l'économie, François Bayrou. Est-ce que les Français, ils sont prêts à cet effort ? Les Français ne sont pas prêts parce qu'ils n'ont pas le sentiment que c'est une obligation. Ça fait des années qu'on leur dit, mais vous savez, c'est pas viable un déficit. Moi, le premier, on me dit, mais oui, mais vous racontez tout le temps qu'il va y avoir un problème, puis non, tout va bien, on continue. La France continue d'emprunter, les agences de notation ne nous dégradent pas, ou un petit peu, finalement, tout ça n'est pas grave.
Oui, sauf que je vous garantis que ce vers quoi nous allons, c'est quelque chose qui est intenable. Et qu'à un moment donné, si nous attendons le moment de la crise, c'est votre question tout à l'heure, vous pensez qu'il n'y a rien à faire. C'est-à-dire, si on ne fait rien, on va sur une crise, effectivement, qui, c'est dans 6 mois, c'est dans 1 an, c'est dans 2 ans, va se produire et sera une crise extrêmement grave. Tous les autres pays qui ont eu le même aveuglement ont eu, on va dire, le même réveil brutal. Rappelons quand même que la Grande-Bretagne, il y a 2 ans et demi, a un appel du FMI en disant « vous continuez comme ça, c'est simple, on est chez vous dans 1 semaine ». Du coup, on a un renversement du gouvernement, on a la Grande-Bretagne qui est aujourd'hui à la recherche de solutions. Les États-Unis, au mois d'avril, ont vu leur président devoir revenir sur les mesures parce qu'on disait « là, vous êtes dans le mur ». Mais du coup, ça voudra dire quoi pour les Français? Parce que 3 300 milliards de dettes... 3 340 depuis hier, vous voyez. On a rajouté 40 milliards depuis le début de l'année. Mais pour les gens, c'est abstrait. Qu'est-ce que ça va changer pour eux si on se prend le mur? Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence? Il faut parler à nos voisins, c'est-à-dire que là, tout d'un coup, vous avez tout qui s'effondre, vous avez un risque sur votre épargne, vous avez le montant des retraites, alors là, pour le coup, c'est plus négocié, qui tombe, vous allez avoir tous les éléments sur lesquels nous pensons fonctionner en disant mais la France est un grand pays, je le répète, la Grande-Bretagne, qui est notre voisin et notre équivalent, a eu l'alerte très sérieuse en disant non, là, on peut être vraiment dans la catastrophe. C'est-à-dire du jour au lendemain, vous êtes en crise, ce qui s'est passé en Grèce, ce qui s'est passé en Espagne, ce qui s'est passé au Portugal, ce qui s'est passé en Italie à un moment donné, c'est-à-dire les taux qui s'élèvent tout d'un coup, qui montent à 6,5%. Là, brusquement, on dit en fait c'est intenable. Vous ne pouvez plus emprunter, on touche à votre épargne, vous avez les pensions de votre retraite qui baissent. Vos systèmes ne tiennent plus, alors c'est très technique, c'est-à-dire tout d'un coup, en fait, tout se ferme, c'est-à-dire la liquidité ne fonctionne plus. Vous ne pouvez plus emprunter. Vous voyez ce qui se passe aux États-Unis, c'est dans la nuit du 8 au 9 avril, on dit tout d'un coup, là, on ne veut plus nous prêter. Mais on fait comment? Parce qu'on a de la dette qui arrive à échéance, on ne peut pas faire défaut, donc on bloque l'épargne en disant on est obligé de bloquer à ce niveau-là. Les banques du pays se retrouvent en difficulté pour rentrer sur le marché international. Et vous voyez, quand je suis en train de raconter ça, j'ai plein de gens autour de moi que je connais bien qui vont me dire « Non, mais il ne faut pas raconter des choses comme ça, il ne faut pas faire peur, vous savez ». Non, comme vous dites, les Français ne se rendent pas compte que c'est arrivé chez des voisins qui eux-mêmes pensaient que c'était pas possible. En disant, non mais il y a plein de choses qui nous protègent. Vous allez avoir de mes amis qui vont dire, mais non, mais t'inquiète pas, la BCE à un moment donné interviendra. Oui, jusqu'à quel point? C'est-à-dire que lorsque véritablement on est un système qui paraît intenable, là vous avez le moment où on dit, il faut arrêter. Et quand on dit il faut arrêter et qu'on n'a rien fait avant, c'est là où c'est le drame. Est-ce que les politiques, ils ont manqué de courage sur cette question de la dette publique en se disant, on la laisse filer, c'est pas grave? Mais je crois que vous avez raison. Les politiques, ils sont le reflet des gens qui les élisent. Quand ils parlent de la dette, que personne vote pour eux, ils disent « Ok, écoutez, puisque personne veut, on fait pas ». C'est-à-dire là, vous avez effectivement le politique qui va avoir du courage, c'est celui qui va dire « C'est simple, vous voulez pas ça, j'arrête, je m'en vais, et vous pourrez pas me dire… » Quelqu'un très intéressant que j'aime beaucoup, qui est Mark Carney, qui est aujourd'hui le Premier ministre canadien. Il a été banquier central de l'Angleterre. C'était le premier banquier central non anglais. À un moment donné, il a dit, en tant que banquier central, écoutez, là, juste avant l'alerte du FMI, non, là, ça va pas, je m'en vais. Non, mais j'avais un très beau poste, je m'en vais parce que ça ne tient pas. Ça, c'est un courage extraordinaire, effectivement. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce monsieur, qui a une analyse très… Ça manque en France. Ah ouais, ça fait aucun doute. Ça fait aucun doute. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous devez dire, non mais là, on est dans l'impasse, on peut faire quelque chose. Ce pays a incroyablement des atouts par rapport au monde qui vient. C'est-à-dire quand on est en train de dire, l'intelligence artificielle générative qui va bouleverser. Il y a plein de Français qui travaillent dedans, qui sont même parmi les meilleurs du monde. Ils ne sont pas en France. Ils ne sont pas en France, ils sont tous partis. Parce qu'ils disent effectivement, chez nous, non, on est l'œil dans le rétroviseur, et un œil dans le rétroviseur et l'autre fermé, en disant je ne veux pas voir l'avenir. Et ça, vous le dites, on a les talents, mais on n'a pas les moyens qui vont avec. Les moyens, en plus, on les a. C'est-à-dire l'épargne, on a 19%. Mais on les met pas. Mais l'épargne, elle est canalisée sur le truc d'avant. Ça veut dire qu'il faut changer la manière dont est gérée l'épargne. Ouais. Ça veut dire effectivement qu'on doit avoir vraiment une vision complètement différente. Mais voyez changer l'épargne. L'épargne, elle n'est pas sous un lit ou sous une cheminée aujourd'hui. Elle est, on va dire, tankée dans la dette publique. Dans le système d'avant, c'est-à-dire dans cette logique complètement stérile, complètement fossilisée, en disant « Ah oui, on va essayer de réduire un tout petit peu le déficit cette année. » Alors maintenant, on a mis en place des comités d'alerte en disant « Oui, en fait, la dépense publique augmente. » Alors on dit « Oui, alors il va falloir l'empêcher. » Puis mois après mois, on dit « Ah, en fait, elle augmente toujours. » Et là, effectivement, on dit « Mais non, mais tant qu'on ne remet pas à plat, qu'on ne fait pas un vrai travail structurel, tout cela, effectivement, c'est continuer comme avant. » Est-ce qu'on paye aussi encore aujourd'hui le quoi qu'il en coûte ?
Alors on paie le quoi qu'il en coûte, entre autres. Mais le quoi qu'il en coûte, oui, c'était pourtant une formule qui disait bien ce que ça voulait dire. Hein. Quoi qu'il en coûte, ça veut dire que ça va coûter quelque chose, ça va coûter cher. Et après on a dit quoi? Ah ben non, ça va pas coûter, vous inquiétez pas. Non, il n'y aura pas de baisse de pouvoir d'achat, il n'y aura pas d'évolution. C'est-à-dire tous les autres pays qui ont émis de la dette, effectivement, ils ont fait un gros effort après et la dette, elle a reculé. Nous, non. Les Français, non. Parce que politiquement, parce que structurellement, parce que vous comprenez, c'est pas le moment. C'est sans cesse ce que l'on entend. L'Allemagne, quand elle a fait un effort extrêmement important, dit pas, ah bah oui, mais là, c'est pas la période où il faut faire. Vous dites, non, on doit prendre en main ce qui est notre destin, quelle que soit la période. Et là, c'est vrai, évidemment, ne pas stigmatiser, dire, on va taper sur le retraité, on va taper sur telle entreprise. Non, parce que là, effectivement, ce que voient les Français, c'est que vous faites ça marche pas, et après on vous tape sur le voisin, et qu'à la fin, effectivement, on finit par vous taper sur vous-même, ce que vous ne vouliez pas envisager au départ. Donc il y a vraiment cette idée qu'il y a un effort à faire en commun. Et cet effort à faire en commun, il est important, et il y aura des conséquences. Mais il ne va pas être forcément si long que ça. 2 ans. 2 ans, avec probablement des effets déjà dès la première année. Mais 2 ans pendant lesquels, c'est clair, il faut remettre à plat l'ensemble des choses. Réconcilier la France avec sa fonction publique, par exemple. Les agents publics sont les premiers à dire « il n'y a pas de stratégie ». Je sens bien, dans mon propre boulot, dans la manière dont je fonctionne, qu'on ne sait pas où on va, on voit bien qu'on est dans des incohérences constantes. C'est tout cela que l'on doit faire en urgence. Sauf que ces 2 ans, ils sont à 2 ans de la présidentielle. Quelle politique va prendre le risque de demander des efforts aux Français à 2 ans de la présidentielle? Vous dites, non, mais dans 2 ans, c'est la présidentielle. Puis une fois qu'on a la présidentielle... mais est-ce que les politiques ne raisonnent pas comme ça? Oui, justement, ça c'est le problème, on est d'accord. Il y a plein de pays dans le monde où il y a des mandats de 5 ans, des mandats de 4 ans, et où on dit, quand c'est le moment, faut y aller. Est-ce qu'il faut aussi changer peut-être le système? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, peut-être trop, vous nous le direz, qui reposent sur l'État et pas assez sur les investissements privés? Ah non, mais bien sûr, mais là, on est d'accord. C'est-à-dire que quand vous avez un ministre, et ils viennent de temps en temps dans cette chaîne, qui va vous dire, j'ai décidé que j'ai lancé... Non, excuse-moi, tu as utilisé mon argent et en plus tu l'as pas, donc tu es en train d'augmenter la dette. Dis-le clairement, j'ai décidé d'augmenter la dette sur tel secteur. C'est pas tout à fait la même chose que de dire l'État a pris des décisions, etc. Non, l'État, aujourd'hui, à chaque fois qu'il prend une décision, il accroît la dette. Écoute, concentre-toi sur, on va dire, ce qui est le cœur du service public, de la problématique publique. Concentre-toi là-dessus, parce que nous avons des dysfonctionnements absolument majeurs que ressentent les citoyens qui sont à l'origine d'un énorme malaise du citoyen français vis-à-vis de son État, voire de sa collectivité locale. Donc, concentre-toi là-dessus. Tout ce qui peut être financé par le privé, il y a un financement privé énorme. Eh bien, utilisons-le au maximum. Et au contraire, on va dire, rentrons dans une logique qui soit dans une logique non pas de suppression systématique de tous les crédits publics, mais de concentration des crédits publics là où c'est vital, là où c'est régalien, là où on a besoin justement que l'État soit le ciment d'une population française qui va sentir de plus en plus l'accélération du changement de modèle, qui par conséquent peut avoir des angoisses. Et ces angoisses, elle les reflète dans ses votes. Et ces angoisses, évidemment, sur lesquelles absolument le politique doit travailler. On va revenir sur la question sociale parce qu'évidemment on a envie de vous entendre sur l'actualité de ces dernières heures, sur le conclave sur les retraites, remarquablement utile, c'est ce que dit François Bayrou. Est-ce que c'est utile ou est-ce qu'on est dans une impasse sur ce sujet, selon vous ? Alors, je ne sais pas si là, on va dire, la réflexion de François Bayrou n'était pas quelque chose qui est pas de mon domaine, c'est-à-dire totalement politique, en disant on repousse de 15 jours, mais on va voir à la rentrée si on fait une loi. Bon, on voit effectivement on sait que cette question des retraites a occasionné un énorme mouvement social en France. On sait qu'effectivement la solution de gérer un mouvement social en France, c'est de faire un comité. Donc là, on est exactement dans la logique. Alors à la fin, on arrive en disant non, mais en fait non, on n'arrive pas à s'entendre. On ne pose pas réellement à nouveau les questions. Et les questions, on a 2 petites choses effectivement. Alors on a la pénibilité qui est quelque chose d'extrêmement important, intéressant et on va dire grave à regarder. On a la question du déséquilibre. Déséquilibre juste sur ce qu'on est en train de faire. En réalité, nous savons que la réforme qui a été votée en 2023 est une réforme qui nous aboutit à du déficit 2035, 2040, qui probablement, si la croissance n'est pas au rendez-vous, arrivera encore plus tôt. Donc en clair, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a retravaillé un texte 2023 dont on sait qu'il n'est pas suffisant.
on a retravaillé un texte dont effectivement on voit qu'il n'avait pas exploré, vous voyez, juste la question des femmes qui ont des enfants, bah oui, donc ça on l'avait mis de côté. C'est peut-être pas négligeable. Vous voyez, donc là, on est en train de regarder la manière dont nous fonctionnons. La question de la retraite, elle est capitale. Parce que la question de la retraite, c'est effectivement ce qui relie à la question du vieillissement. C'est ce qui relie au nombre d'heures travaillées. L'OCDE a encore sorti hier son rapport en disant « Non, la France est catastrophique, c'est le dernier pays en termes d'heures travaillées de l'OCDE. 666 heures, 770 heures dans l'Union européenne, 750 heures dans la zone euro. » On va dire « Oui, mais c'est pas une bonne façon. » Non, ok, non, t'as un problème, quoi. Donc là, on n'est pas en train de travailler sur la question, on le gère d'un point de vue politique. Un dernier mot, Philippe de Sertine. Est-ce que le changement et les bouleversements, les révolutions dont vous parlez dans ce livre, ils dépendent de nous, finalement? Ils dépendent que de nous, de notre état d'esprit. Et la France a tous les atouts pour rentrer dans un changement positif. L'Europe, la France. Ça, c'est quand même, à mon avis, ce que doivent entendre les jeunes générations. Ah ben, on va terminer sur cette note positive. Merci beaucoup, Philippe de Sertine. Merci d'avoir été notre invité. L'horizon des possibles, c'est votre livre et c'est chez Robert Laffont. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On passe tout de suite au Club des Territoires.